Bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous voir encore nombreux à une heure tardive, un vendredi, pardon, alors qu'il fait très beau dehors. On s'y perd à force, hein, c'est vrai que d'être enfermé toute la journée. Non, c'est vachement sympa d'imaginer qu'il y ait autant de monde encore pour parler à cette heure-ci de ce sujet-là. Je remercie bien évidemment le comité scientifique pour son invitation et je m'associe pour louer la qualité des modérateurs qu'on a en plus ce soir, Adrien et Audrey, qui vont manager ça d'une main de maître. Et donc, la question qui m'est posée, c'est faut-il titrer la PEP? Alors, quand on m'a proposé ce sujet, la première réflexion qui m'est venue, c'est waouh, quand même en quelques années, pas si longtemps que ça, on est passé de faut-il mettre de la PEP et c'est pas si vieux que ça. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des débats sur est-ce que c'est bien utile de mettre de la PEP chez un malade qui va être ventilé pendant finalement que quelques heures. Ah, maintenant, faut-il titrer la PEP? Donc ça veut dire qu'en quelques années, l'intérêt, et on est rentré dans une finesse de réflexion qui est évidemment bien différente. Brièvement, je vous déclare mes liens d'intérêt. Et je travaille donc, comme vous le voyez, avec quelques industriels qui vendent des ventilateurs. Alors juste pour remettre les choses dans le contexte, la question n'est pas de discuter avec vous de ce que l'on pourrait qualifier être ou non une stratégie de ventilation protectrice. On sera, je pense, tous d'accord sur un certain nombre d'objectifs quand on veut faire de la ventilation protectrice et a priori pour essayer de limiter un certain nombre des risques que l'on pourrait imaginer observer chez des patients qui seraient soumis à cette ventilation, et notamment le barotrauma, le volutrauma, la tectrauma, le biotrauma et l'argotrauma, vous savez ça par cœur. Et il y a un certain nombre de recommandations dont on peut évidemment discuter de la robustesse, mais qui quand même suggèrent qu'il faut que cette stratégie inclue à minima une utilisation un peu réduite du niveau de volume courant, en tout cas que l'on va appliquer chez les patients, et que ça doit se faire en parallèle d'une pression de fin d'expiration positive. On pourra évidemment discuter de tout ça si vous le souhaitez. Et puis est également proposé que soient monitorés certains paramètres, dont la pression de plateau, la pression motrice, et puis plus récemment, qu'une attention soit également accordée à la puissance mécanique. Donc c'est ça que l'on qualifie être une stratégie de ventilation protectrice. Je baisse mon volume courant, je mets une PEP et il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut surveiller et vérifier en tout cas que le réglage que l'on applique ne s'accompagne pas de niveaux excessifs de pression de plateau, de pression motrice et peut-être de puissance mécanique. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, donc il y a la question du volume et il y a la question de la pression de fin d'expiration positive. Il est clair que pour ce qui concerne le volume en tout cas, exposer les poumons d'un patient à des volumes qui sont excessifs ou pourraient être excessifs, on sait depuis maintenant un certain nombre d'années que ça peut être dommageable, et ce même pour des durées de ventilation qui seraient relativement brèves, puisque cet excès de volume courant va pouvoir créer les conditions d'une distension à la fin de l'insufflation, une surdistension qui peut être préjudiciable, et donc assez logiquement, ces dernières années ont été testées des stratégies incluant des niveaux réduits de volume courant qui ont eu pour effet de diminuer l'importance, voire faire disparaître la réalité de cette surdistension. Par contre, souvent, ça ne s'est pas forcément accompagné d'une réflexion sur les niveaux de pression de fin d'expiration positive à mettre en parallèle. Et associer un petit volume courant avec une PEP qui serait nulle ou insuffisante en tout cas, c'est quand même accepter l'idée qu'on va exposer le poumon du patient à un risque de dérecrutement alvéolaire. Et donc, baisser son volume courant, ça veut dire réfléchir à la façon dont on va régler la pression de fin d'expiration positive en parallèle. Alors la tentation, ça pourrait être de mettre des niveaux de PEP très importants, trop importants, en tout cas excessifs. Et là, l'ennemi, comme d'habitude, est toujours un peu le mieux est l'ennemi du bien. Et on peut également créer les conditions d'une distension, d'une surdistension, à vouloir appliquer des niveaux excessifs de pression de fin d'expiration positive. Et donc, certes, il faut mettre une PEP, mais la réflexion, c'est quel niveau de PEP pour ne pas également créer, alors qu'on ne le voulait pas, les conditions qui pourraient permettre l'apparition d'une surdistension.
C'est aussi garder à l'idée que l'objectif, quand on veut limiter le risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, c'est de limiter donc, ces phénomènes de distension et là, surtout la déformation en lien avec cette surdistension. Et donc, ça va présupposer de s'intéresser à un certain nombre de ces paramètres, notamment donc, le volume, on en a dit un mot, mais également le volume pulmonaire restant à la fin de l'expiration. Et donc, ça va présupposer de pouvoir, certes, baisser son volume courant, mais dans l'idéal, de restaurer, tant qu'on peut le faire, en tout cas, un certain niveau de volume pulmonaire à la fin de l'expiration. Donc, que l'on parle de ELV ou de CRF, la finalité est la même. Donc, c'est je baisse mon volume, mais je crée les conditions permettant de restaurer, en tout cas, un volume pulmonaire de fin d'expiration positive. Et donc, je lutte contre tout ce qui va contribuer à favoriser du dérecrutement. Et donc, vous savez, les recommandations chez le patient chirurgical, elles ont été proposées il y a maintenant quelques années. Alors, c'est comme d'habitude, les recommandations, elles valent pour la période à laquelle elles ont été élaborées, sur la base des données dont on disposait, en tout cas à l'époque de leur construction et de la réflexion qui a été menée. Toujours est-il que donc elles ont été publiées en 2019 et qu'en 2019 a été retenue l'idée qu'il fallait chez le patient de chirurgie, donc au bloc opératoire, régler son ventilateur de sorte qu'un volume courant n'excédant pas 6 à 8 millilitres par kilo de poids idéal théorique soit appliqué, et en appliquant une PEP initiale à 5 cm d'eau, puis secondairement réfléchir à la façon dont on va individualiser la PEP. Donc déjà, si l'on s'en arrête à ce que proposent les recommandations en 2019, je réponds presque à la question qui m'est posée. Évidemment, oui, il va falloir que l'on titre la pression de fin d'expiration positive. La question est comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Alors, dans la littérature, on a plein d'études qui ont appliqué des méthodologies très robustes, qui ne sont pas critiquables de ce point de vue-là, mais qui ont été très caricaturales dans la façon dont elles ont exploré les niveaux de PEP auxquels ont été proposés les patients. Il y en a deux principales, en tout cas les plus larges en termes de patients, nombre de patients qui ont été inclus. L'étude Provilo qui a été réalisée chez des patients de chirurgie abdominale et l'étude Probes qui est la petite sœur qui a utilisé à peu près la même méthodologie mais qui s'intéressait plus spécifiquement à une population de patients obèses. Mais dans l'une comme dans l'autre de ces études, les designs c'était je mets pas beaucoup de PEP versus je mets beaucoup de PEP, si je résume. Dans l'étude Provilo, donc c'était 2 cm d'eau pour le groupe des patients qui recevaient une petite PEP et 12 cm d'eau pour les patients qui ont été randomisés pour recevoir une PEP élevée. Et dans cette étude, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir passer ce résultat, mais il n'y avait pas eu de différence objectivée entre les deux stratégies, petite PEP ou haute PEP, autant de complications dans les deux bras. Comme je vous le disais, Probes a appliqué à peu près la même méthodologie à une population de cette fois-ci de patients obèses. C'était plus 2 versus 12, c'était 4 versus 12. Mais vous voyez, deux niveaux très différents de pression de fin d'expiration positive. Et là encore, dans l'étude Probes, il n'y avait pas de différence objective sur le nombre de complications pulmonaires observées chez cette population de patients. Et dans l'étude, Probes comme Provilo ont été identifiés un certain nombre d'événements associés, notamment, vous voyez, pour les patients qui étaient randomisés pour recevoir une petite PEP, 4 cm d'eau en l'occurrence, un peu plus d'épisodes d'hypoxémie dans ce bras-là que dans le bras recevant un niveau élevé de PEP, mais à l'inverse, à contrario, un peu plus d'événements hémodynamiques sous l'effet d'une PEP élevée, vous voyez, un peu plus d'hypotension, il y avait un peu plus de recours à l'utilisation de vasopresseurs également. Et donc la question, c'est finalement pas vraiment comme ça. Je pense qu'il faudrait la poser, puisque là, on expose des populations à deux niveaux très différents. On est presque dans la caricature, du très haut versus le très bas chez tout le monde. Il se peut malheureusement que la différence, elle soit pile entre les deux. Alors ça, c'est pas propre au contexte opératoire. Il y a des études similaires qui ont été conduites en réanimation chez des patients ventilés pour autre chose qu'un SDRA. De la même façon, quand on compare petit niveau de PEP versus haut niveau de PEP, de façon peu surprenante, on ne retrouve pas de différence en termes de pronostic, et ce, quelles que soient les sous-catégories de patients qui ont été inclus dans cette étude relax. Et donc, malheureusement, la littérature ne nous permet pas bien de répondre à la question, en tout cas à la question de ce soir, puisque à chaque fois, il s'agissait de comparer un petit niveau versus un haut niveau, mais à aucun moment n'a pu être explorée la possibilité que la PEP idéale du patient donné, celui dont je m'occupe,
puisse se trouver pile poil entre les deux valeurs qui étaient celles prévues par la randomisation. Et il se peut effectivement que la différence, elle se situe finalement là, en tout cas qu'il faille aller un peu plus dans le détail. Et l'une des façons de faire ça, ça va être justement de procéder à une titration, personnaliser la valeur de pression de fin d'expiration positive à laquelle on va proposer que l'on va appliquer sur son ventilateur, en gardant à l'idée, encore une fois, qu'une PEP excessive, ça peut contribuer à de la surdistension, là où au contraire une PEP insuffisante va peut-être résulter en moins de surdistension, réduire le risque de surdistension, mais favoriser du collapsus alvéolaire. Et donc la philosophie, ça va être celle de la titration, et vous voyez que sur ce graphique à gauche, la titration, elle a consisté en une diminution progressive de la pression de fin d'expiration positive, et donc on propose de faire ça individuellement, patient par patient, et en parallèle de cette diminution progressive de PEP était objectivée, enfin mesurée, la quantité l'importance du collapsus, de la surdistension et les variations de compliance qui étaient observées chez le patient. Et donc patient par patient, en faisant cette titration de PEP, on va pouvoir identifier une zone, vous voyez, qui est représentée par le cercle sur la diapositive, où il y a un compromis entre ce que je suis en capacité d'accepter ou ce que je souhaite accepter en termes de surdistension et de collapsus. Et une façon peut-être assez simple de le faire, c'est de vérifier ce que ça donne sur la compliance. Alors vous voyez que quand on a recruté un patient et qu'on le soumet à une PEP élevée, la compliance elle est d'emblée un peu basse. Pourquoi ? Parce qu'en fait on fait un peu de surdistension, puis progressivement quand on relâche la pression, qu'on gagne un peu en élasticité, la compliance monte jusqu'à atteindre un maximum. Et une fois qu'on descend, qu'on continue à descendre la pression, un peu comme ce qui se passe avec un ballon baudruche, en dessous d'un certain niveau, le ballon il commence à se refermer et il y a du collapsus qui se reforme. Et donc là, vous voyez que par exemple à 14 de PEP, dans cet exemple, on a un compromis qui est peut-être acceptable entre ce qui est observé sur la compliance ou le maximum de compliance qui va pouvoir être obtenu et un compromis en termes de surdistension et de collapsus. Et dans cette étude, donc, vous voyez que ça avait conduit à des niveaux très différents de pression de fin d'expiration positive. Quand on comparait deux niveaux de PEP, une PEP fixe arbitraire de 4 cm d'eau par rapport à une PEP dont le niveau était réglé individuellement en utilisant de la tomographie par impédance électrique, que ça soit de la chirurgie laparoscopique ou de la chirurgie par laparotomie, ça conduisait à des différences qui étaient très nettes en termes de niveau de pression de fin d'expiration positive. Et les patients bénéficiant de cette individualisation, du réglage donc personnalisé de la PEP, avaient dans le même temps, vous voyez, une compliance qui était bien meilleure, une pression motrice qui était également plus basse, et de façon parallèle, également un peu moins de tissu de collapsus pulmonaire mesuré sur l'imagerie. Donc c'était un moyen assez élégant d'obtenir l'effet escompté. Alors évidemment, dans cette étude, il n'y avait pas d'élément de pronostic. Je ne peux pas vous dire, sur la base de cette étude-là, en tout cas, que de faire ça, ça se traduit par moins de complications. C'est juste qu'on a des meilleures caractéristiques, une meilleure mécanique ventilatoire. Alors, il y a d'autres études qui ont fait ça en utilisant des techniques d'individualisation ou de personnalisation de titration de la PEP différentes. Donc là, par rapport à une stratégie contrôle, ils ont utilisé le maximum de compliance, un peu comme dans l'étude précédente, où ils avaient également un autre bras, qui était un bras interventionnel utilisant de la pression œsophagienne. Alors, je ne sais pas si dans la salle, certains ont déjà utilisé les informations que l'on peut extraire d'une sonde, un capteur de pression qu'on met dans l'œsophage. En fait, toujours est-il que ça leur permet d'obtenir des informations sur la pression transpulmonaire téléexpiratoire et téléinspiratoire. Et dans l'une ou dans l'autre de ces stratégies, qu'il s'agisse de la PEP réglée sur le meilleur compromis en termes de pression transpulmonaire ou de compliance, par rapport à une stratégie contrôle, encore une fois, consistant à mettre la même PEP chez tout le monde, on a objectivement un gain qui était jugé dans ce travail sur une meilleure élastance, donc une meilleure compliance, une moindre élastance ou une meilleure compliance, avec l'une ou avec l'autre de ces deux stratégies permettant donc une titration et une personnalisation du réglage. Alors, il y a des études cliniques, malgré tout, qui ont intégré dans leur protocole cette approche personnalisée du réglage de la pression de fin d'expiration positive. Alors, les deux études que je vais vous présenter, elles proviennent de la même équipe. iProve, qui a été faite chez une population de patients opérés de chirurgie abdominale par l'équipe de Carlos Ferrando, un collègue espagnol. Vous voyez, étude de design assez conventionnelle, étude multicentrique, randomisée, contrôlée, enfin bref, très très propre, plus de 1000 patients. La difficulté dans l'interprétation d'iProve, c'est qu'il y avait de la personnalisation du réglage de la PEP, mais également une personnalisation
de la prise en charge post-opératoire, post-extubation du support ventilatoire. Certains patients avaient de l'oxygène conventionnel, d'autres recevaient de la CPAP. Il y avait également une individualisation de l'utilisation de la CPAP, donc un peu différentes strates dans la prise en charge, différentes étapes. Et ils ont retrouvé dans cette étude que le fait d'individualiser le réglage de la PEP et d'y associer en complément une utilisation personnalisée de la CPAP en post-opératoire par rapport à une prise en charge conventionnelle s'accompagnait de moins de complications pulmonaires. Donc ça, c'était de la chirurgie abdominale. Il y a, encore une fois, la même étude qui a été conduite sur de la chirurgie thoracique. Donc ça semble également marcher dans cette population de patients opérés de chirurgie thoracique. 1300 patients, je vous dis, le design est à peu près le même. Ils ont une individualisation du réglage de la PEP basée sur une titration qui utilise dans l'une comme dans l'autre des deux études la best compliance, comme ce que je vous ai montré précédemment. Et dans cette étude de patients opérés de chirurgie thoracique, ils ont observé également moins de complications pulmonaires en post-opératoire, donc de chirurgie thoracique. Donc ça semble être non seulement faisable, pas si compliqué que ça, et puis surtout se traduire possiblement par quelques bénéfices cliniques jugés, notamment sur moins de complications pulmonaires en post-op. Dans cette deuxième étude, vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est ni plus ni moins que ce que je vous ai montré précédemment. Donc là, c'était la procédure proposée en annexe du protocole. Donc ça consistait en quoi? Ça consistait en la réalisation d'une manœuvre de recrutement alvéolaire. Alors je n'aborde pas cette question puisqu'elle va être spécifiquement traitée par Audrey après. Mais une fois que la manœuvre de recrutement était réalisée, donc on a réouvert tout ce qui pouvait l'être. Donc on a le ballon qui est ouvert, si vous voulez. On va essayer d'identifier le point de pression en dessous duquel le ballon va commencer à se refermer, quoi. Et donc on fait un décrément progressif de pression de fin d'expiration positive. Dans cet exemple, il partait à 20 cm d'eau de pression et puis il descendait de 2 en E en mesurant en parallèle quelle était la compliance du système respiratoire, et la best PEP était définie individuellement comme étant pour ce patient-là le point de pression assorti de la meilleure compliance. Alors je vous rassure, tout ça est faisable automatiquement par le ventilateur d'anesthésie, puisque le ventilateur d'anesthésie va vous mesurer, va vous donner en direct l'information de la best compliance. Et c'est la raison pour laquelle, donc, sur ce faisceau d'arguments-là et l'accumulation des données, les recommandations ont indiqué qu'il fallait effectivement probablement personnaliser le réglage de la pression de fin d'expiration positive et arrêter de mettre une PEP fixe chez tout le monde. Alors, ce qui a été proposé par les recommandations, c'est pas de faire ça sur la compliance, mais d'utiliser la pression motrice. Je vais vous montrer juste après à quoi ça correspond pour ceux qui ne connaissent pas. Mais finalement, la philosophie est à peu près la même. La pression motrice, donc, c'est la différence qu'il y a entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive. Et ça renvoie aux conditions d'élasticité du système. Donc, finalement, quand la compliance est améliorée, la pression motrice l'est également. Donc, quand la compliance augmente, la pression motrice diminue. Donc, l'un peut être fait en lieu et place éventuellement de l'autre, mais la finalité, c'est à peu près la même chose. Alors, quand on regarde dans la littérature les données des études qui ont utilisé ces stratégies permettant d'individualiser les réglages sur un objectif de pression motrice, ça semble surtout et avant tout marcher quand on copie les données. Alors, vous voyez que celle de Carlos Ferrando, elle n'y était pas dans cette étude, dans cette méta-analyse, mais ça semble surtout marcher dans la chirurgie non cardio-thoracique, avec un bénéfice qui a été surtout retrouvé dans ce sous-groupe de population, cette population particulière. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que quand on regarde quels étaient les réglages de PEP dans les bras interventionnels de chacune de ces deux études, vous voyez, c'est très hétérogène. Il est impossible de dire tel PEP pour tel patient. En fait, c'est véritablement l'individualisation qui va permettre de savoir ce dont le patient a concrètement besoin. Certains auront peut-être besoin de niveaux finalement assez bas, je sais pas moi, 3 ou 5 cm d'eau, peut-être ça peut suffire chez certains patients, là où au contraire ça peut être des niveaux beaucoup plus élevés. Vous voyez qu'en médiane, là par exemple dans cette étude, ils avaient 11 cm d'eau. Et donc il y a véritablement que comme ça, en identifiant patient par patient, situation clinique par situation clinique, ce dont a concrètement besoin le patient, enfin surtout ses poumons, pour rester ouvert, qu'on peut améliorer la situation. Alors la question, c'est est-ce que la pression motrice est véritablement le bon paramètre pour faire ça? La réponse est probablement pas, ou pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc la pression motrice, c'est la pression de plateau moins la pression de fin d'expiration positive. Et vous savez que ça va nous donner un reflet de l'ensemble poumon
plus paroi. Et typiquement, quand la compliance de la paroi seule change, mais que le poumon n'est pas atteint, eh ben, pour pouvoir délivrer le volume que l'on a prévu de délivrer au patient, ça va s'accompagner de niveaux de pression qui vont être spontanément un peu plus élevés. Et donc la pression motrice peut être, comme la pression de plateau, un peu un faux ami dans un certain nombre de situations chirurgicales, et j'entends par là, par exemple chez l'obèse, par exemple en chirurgie laparoscopique, et par exemple à l'occasion de positions un peu extrêmes en Trendelenburg par exemple. Il se peut que si on se fixe comme seul et unique objectif une valeur donnée de pression de plateau ou une valeur donnée de pression motrice, on puisse finalement ne pas atteindre l'objectif que l'on s'était fixé en termes d'optimisation de la ventilation. Alors, ceci étant dit, comment on peut s'en sortir et ce que je vous propose de retenir? Faut-il titrer la PEP? J'espère vous avoir convaincu que oui. Et encore une fois, moi, je suis abasourdi par l'évolution des pratiques. Et on en est encore probablement qu'au début. Aujourd'hui, on applique des niveaux de PEP chez des patients chirurgicaux qu'on n'imaginait juste pas crédibles, plausibles il y a encore quelques années, simplement parce qu'on peut faire ça de façon un peu adaptée à la mécanique respiratoire. Et il faut arrêter de vouloir appliquer soit une petite PEP, soit une PEP élevée systématiquement chez tout le monde. Certains patients, objectivement, n'ont pas forcément besoin qu'on leur mette 10 ou 12 de PEP. Mais ça, il n'y a qu'en le titrant et en le mesurant qu'on peut l'objectiver. Il est clair, et ça, je ne crois pas qu'on puisse véritablement le dissocier, le discuter, qu'il n'est pas possible de dissocier le réglage de la PEP de celui du volume. Encore une fois, baisser son volume, c'est une première étape. Le volume courant, on le baisse, il n'y a pas de difficulté à ça, mais par contre, ça doit s'accompagner d'une réflexion sur le niveau de pression de fin d'expiration positive optimale. Sinon, le risque, encore une fois, c'est qu'on expose le patient à des conditions ventilatoires qui vont permettre ou occasionner du dérecrutement. À mon sens, on est là pour en discuter, il n'y a absolument aucun rationnel qui sous-tend l'idée, notamment physiologiquement, de vouloir appliquer une PEP unique et la même surtout chez tout le monde. En tout cas, si cette valeur existe, je ne la connais pas, je ne pourrais pas vous la donner, donc il va falloir faire différemment. Et en pratique, il ne reste que la titration qui va nous permettre de faire ça. Et une titration, elle doit se faire un peu à l'image de ce que je vous ai présenté, et idéalement, après avoir réalisé une manœuvre de recrutement alvéolaire. Mais encore une fois, Audrey va nous en parler dans les toutes prochaines minutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et juste une dernière petite diapositive, et je vois que Marc est dans la salle, il sera content que je l'ai inclus. Pour vous faire un peu de teasing, l'ASFAR organise le congrès régional à Clermont-Ferrand au mois de janvier prochain. Donc si vous êtes intéressé pour venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus à Clermont-Ferrand le 23 janvier 2026. Je vous remercie pour votre attention.